Bienvenue dans Résonance. Aujourd'hui, on reçoit Arthur Schall, donc c'est un client de l'agence qui a un parcours assez particulier, donc il nous fait l'honneur d'être présent parmi nous aujourd'hui. Vous allez voir, il est docteur en développement humain. Alors qu'est-ce que c'est? Il va nous l'expliquer tout de suite. Son travail, c'est comprendre comment on évolue, comment on devient un leader et comment on se transforme. Avec lui, on va parler des réussites, d'identité et de croissance personnelle. Bienvenue dans Résonance. Merci Arthur de te joindre à nous. Merci de m'inviter, merci de m'accueillir. Et bienvenue donc dans Résonance. Merci. C'est vrai que avant de commencer, j'ai envie que tu te présentes, que tu nous parles un peu de toi, donc de qui tu es. Qui je suis? Je m'appelle Arthur Schall, comme tu l'as dit. Je suis sociologue, j'ai un doctorat en développement humain, mais avant ça, j'ai 1001 vies, comme dirait l'autre. Je suis ingénieur à la base, ingénieur mécanique. Et j'ai toujours rêvé d'être docteur, d'avoir le titre de docteur, parce qu'à la base, je voulais être généraliste. Et puis, n'ayant pas passé le concours, j'ai été pris en ingénierie et je suis devenu, malgré moi, ingénieur mécanique. Et puis, le rêve d'être docteur ne m'a jamais quitté. Et je suis devenu, je dirais, docteur en développement humain et non pas docteur médecin. Voilà. Et alors, juste pour bien comprendre, c'est quoi un docteur en développement humain? Je dirais c'est de la sociologie de nos jours. Un doctorat en développement humain, je dirais, c'est le sociologue de notre siècle. Je me suis plus spécialisé dans dans la sociologie de l'entreprise, de l'humain dans le milieu professionnel. C'est ça ma vraie spécialité. Donc en off, tu me disais que tu as coaché donc des grandes personnalités, ça peut être des leaders également. Comment on arrive à être à l'aise face à ce genre de population, on va dire? Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui empêcherait d'être à l'aise face à un homme comme toi ou une femme comme toi? Enfin, oui, parce que c'est vrai que ça peut paraître impressionnant, mais en fait, ils sont un peu comme tout le monde, on est tous pareils finalement. Hein. On a tous de la fièvre à un moment, oui. On est tous pareils. Oui. Donc, est-ce que toi, tu as toujours su que tu voulais comprendre l'humain? Est-ce que c'est quelque chose en toi qui t'a toujours transcendé finalement? L'humain, l'idée de départ, c'est de se comprendre. Parce que le jour où tu comprends qui tu es, tu comprends mieux et tu comprends mieux le monde autour, parce que tout le monde ne se connaît pas. Si tu regardes vraiment, l'humain en général, monsieur tout le monde, est tellement pris par son quotidien, est tellement pris par ne pas être en retard pour aller récupérer les enfants à l'école ou à la crèche, ou ne pas être en retard au travail, partir avant les bouchons, qu'on oublie énormément de choses, notamment de se découvrir. Et le jour où tu te découvres, tu sais vraiment qui tu es, ben ça change vraiment tout. Donc, alors, est-ce que finalement, on pourrait passer une vie sans jamais se connaître soi-même en fait? Crois-moi, il y a des gens qui naissent oui. et qui meurent sans même savoir leur couleur préférée. C'est vrai que ça paraît fou de ne pas se connaître. Crois-moi, il y a des gens qui essayent autour de toi. On connaît tous, on a tous un entourage. Essaye de poser la question à certaines, essaye de poser des questions simples à certaines personnes du genre quelle est ta couleur préférée? Ou allez, celle-là, elle est facile. Par exemple, si tu devais changer de pays. Moi, aujourd'hui, je te dis bon, tu vis ici. Si aujourd'hui, je te donne la chance d'aller n'importe où dans le monde et d'avoir la même vie en mieux, tu irais où? Tiens, je te pose la question. Je me suis jamais posé la question. Alors après, c'est vrai que moi j'aime la Creuse, j'aime là où je suis en fait. Moi je pense que si je devais quitter la Creuse, je partirais pour un endroit quasi similaire, un endroit où il fait bon vivre, où on se sent aussi en sécurité. Et moi j'aime la nature, j'aime le côté tranquille. Après un pays, je t'avoue, j'ai jamais forcément réfléchi. C'est simplement parce que justement, tu ne te connais pas vraiment. Elle est là. Moi, tu me poses cette question. C'est pas parce que je me suis préparé, c'est simplement parce que j'ai vraiment une réponse à ça. Je sais exactement, je me connais tellement que je sais exactement où je veux aller. Je connais même la couleur des draps
de ma chambre à coucher. Oui. Imaginaire. D'accord. Voilà. C'est ça, se connaître. En plus, Entre je sais que autres. toi, Entre autres. donc, t'as beaucoup voyagé. Donc, est-ce que le fait aussi d'avoir voyagé, ça t'a aussi apporté quelque chose que certains ne pourront jamais avoir finalement? Je dis toujours, voyager nous montre vraiment la petite taille de notre petite vie. Si tu ne voyages pas, si tu ne te mélanges pas à d'autres cultures, à d'autres gens, à d'autres langues, à d'autres idées, bah, tu restes dans ton petit coin. Tu restes vraiment dans ton quotidien, encore une fois, ton supermarché, ta baguette bien chaude, les enfants à l'école à l'heure, les récupérer à l'heure, sinon voilà, préparer à manger, être sûr que ce qu'ils mangent n'est pas trop froid, n'est pas trop chaud. Très sincèrement, ça ne veut pas dire que je ne les fais pas, j'ai 4 enfants, je suis un peu jeune papa comme toi, et euh, ça n'enlève rien du quotidien. Par contre, ça t'ouvre l'esprit et ça t'apprend vraiment à regarder les choses différemment. Ah oui, d'accord. Et je vais aussi te demander, parce que aujourd'hui, donc on est d'accord, donc tu es docteur en développement humain. Mais moi, j'aimerais revenir un peu en arrière. Quel a été du coup, ton parcours, même scolaire? Parce qu'avant d'être docteur, il y a des étapes. Donc je pense que ça passe du coup forcément par la licence. Tu as fait LMD, on appelle ça. Mais quel a été ton parcours finalement? Alors, mon parcours académique est simple. J'ai fait donc ingénieur mécanique, puis j'ai fait 2 spé, une dans les grues portuaires. C'est super intéressant. D'accord, ouais. Enfin, super intéressant. Personne ne s'y intéresse. Et puis, si je te demande ce que c'est qu'une grue portuaire, je pense, enfin, peut-être que toi tu le sais, mais crois-moi, On a une vague idée, mais oui, oui, c'est. 95% de la population ne sait pas ce que c'est qu'une grue portuaire. Et si je te dis une ship to shore, là, voilà, tu vas prendre ta bouée, tu vas sauter dans la piscine. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, les grues portuaires, c'est ce qui sert à vider, je dirais, à transporter un conteneur Hmm. ship to shore, donc du bateau vers le quai. Donc, j'ai une spé ship to shore, et puis donc grue portuaire. Et j'ai eu une deuxième spé, donc j'ai fait un deuxième master qui, lui, concerne les peseuses doseuses. Et là, je vois tes D'accord. grands yeux. C'est tout ce qui est vrac alimentaire ou pas, mais moi, je travaillais que l'alimentaire. Ton sac de bonbons, lui, est passé forcément par une peseuse doseuse. D'accord. C'est bon à Donc, on savoir, ouais. vient mélanger le vrac. Et donc, après, j'ai fait un MBA. J'ai eu la chance de pouvoir faire un échange entre Dauphine et l'Université du Québec. Ça a été une vraie révélation pour moi, parce que mon mentor, mon professeur de promo m'a vraiment encouragé à ne pas m'arrêter là. Hmm. Et j'ai eu de la chance que je n'ai pas fait un MBA, j'ai fait ce qu'on appelle un EMBA, un Executive MBA, ce qui t'ouvre la porte directement vers un doctorat. D'accord. Et donc, j'ai saisi cette chance et je n'ai pas arrêté, j'ai continué dans la foulée du MBA pour faire mon doctorat. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui le doctorat a pu t'apporter même dans ta vie personnelle et dans ta vie de tous les jours? Je dirais beaucoup de fierté pour commencer, parce que c'est quelque chose, une fois tu es arrivé au bout, parce que doctorant, c'est pas facile, c'est pas quelque chose Oui. de très facile. Et donc, une fois arrivé au bout, j'ai toujours appris à regarder, je regarde toujours vers l'avant, mais j'ai toujours appris à regarder derrière de temps à autre, avant d'arriver, et de me dire, t'as fait tout ça. Ah oui, tout ce chemin parcouru. Maintenant, avance encore. Et donc, quand tu es à mi-chemin et tu regardes derrière, tu dis, oh là, ah oui, jamais j'aurais rêvé d'en arriver là, jamais j'aurais cru que je pourrais arriver là. Donc, il y a ça, la fierté, la confiance en soi. Et puis, une fois terminé, te rendre compte que tu vas pouvoir mettre à profit ton savoir-faire.
Aider les autres, c'est-à-dire que Joubert disait enseigner, c'est apprendre deux fois. Donc l'idée, c'est de transmettre ton savoir-faire. Pour moi, est juste un plaisir, est juste une seconde nature, je dirais. Donc, ouais, c'est quelque chose qui te passionne, qui t'anime. Oui. Oui. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui. Et je voulais te poser une question donc, par rapport donc, à ton... parce qu'en fait, on va voir que tu as différentes casquettes, en fait. Hein. Parce que tu es aussi, à la fois donc, chef d'entreprise, tu es aussi conférencier, mais cette volet-là, on en parlera donc, tout à l'heure. Donc, le fait d'avoir coaché des grands leaders, est-ce qu'on peut échouer dans ces... en voulant, en étant du coup coach, finalement, est-ce qu'on fait face aussi à l'échec? L'échec fait partie du quotidien. Certes, tu fais rien sans risque. Maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle l'expérience. L'expérience, le vécu, il y a certes, il y a la théorie. Par contre, quand tu as managé toi-même des commerciaux, des managers, quand tu as été à la tête d'une équipe, je dirais, que tu sois directeur de supermarché ou directeur d'une société au CAC 40, ça ne veut absolument rien dire. Les responsabilités sont un peu les mêmes et le risque d'erreur est là, est tout le temps là, et on en fait tous. Et heureusement, parce que sans l'erreur, il n'y a pas moyen de corriger. Si tout roulait parfaitement bien. Oui, c'est sûr. Enfin, ouais. Mais oui, on est confronté à l'erreur, au risque au quotidien. Ouais. Et on dit souvent que nous, les leaders politiques, en fait, ne nous écoutent pas ou ne nous entendent pas. Est-ce que tu penses qu'on peut, qu'ils sont réellement déconnectés en fait de la vie civile? Alors, tu as dit les politiques. Il y a quelque chose de très important dans à haut niveau, à certains niveaux, on n'est pas déconnecté, on est isolé. Ah oui. On est Oui, c'est isolé. vrai que c'est différent. Je te donne un exemple à notre niveau. Tu as un frère directeur de supermarché. Juste directeur de supermarché. Sans le vouloir, sans le sentir, ton frère va vouloir te demander de lui dire quand il y a des promos avant tout le monde pour pouvoir en profiter. Oui. Donc, là où je veux en venir, c'est que malheureusement, c'est pas de la déconnexion, c'est vraiment de l'isolement, parce que quand tu es à un certain niveau, encore une fois, que tu sois boucher avec 4 apprentis ou que tu sois président d'une association ou président d'une très grande structure, chacun à son niveau, il va se sentir isolé parce que les gens ne se comportent plus de la même manière avec lui. Ce qui fait que l'isolement est certain et dans l'isolement, il y a l'incertitude et c'est là où intervient la panoplie de conseillers qui non, attention là, il ne faut pas dire ça, là, il ne faut pas dire ça. Et c'est là où il faut quelqu'un d'humain à côté pour remettre tout ça à sa place, pour remettre l'église au milieu du village et dire stop, c'est pas censé être ta priorité, c'est plutôt ça qui est censé être ta priorité. Donc ils sont plus là oui, pour les guider, pour les aiguiller, entre guillemets. Le pouvoir isole. Oui. Ouais. Le pouvoir isole et tout est, je dirais, tes réactions sont multipliées, les bonnes et les mauvaises sont multipliées quand tu es isolé, quand tu te sens seul, quand tu sais plus à qui faire confiance. Mais est-ce que le pouvoir peut pas aussi fragiliser finalement? Ou même le succès peut fragiliser dans le sens où on est aussi un peu méfiant de tout le monde, on a besoin de se protéger davantage. On est fragile ou on ne l'est pas. Oui. Rien ne te rend fragile. D'accord, donc ça c'est dès le départ, tu es fragile, tu es sûr de toi ou pas. Donc
ça va accentuer un peu ta personnalité. L'isolement va accentuer le pouvoir, pardon, va accentuer tes traits de caractère, mais ça ne les changera pas. Et puis moi après ce que je dis toujours, c'est que quand on fait partie du coup de l'élite Mhm. et qu'on a entre guillemets tout réussi, est-ce qu'on arrive quand même à coacher une personne qui réussit tout, voilà, qui n'a pas réellement connu l'échec en fait. Il est impossible de ne pas connaître l'échec. Ah oui. C'est impossible. C'est impossible. Et celui qui te dira j'ai jamais connu l'échec, non, non, ce Oui. n'est pas vrai. Je veux pas dire de mots. Ce n'est pas vrai. La réussite passe par l'échec. Tu verras, C'est inévitable. les enfants, c'est inévitable, merci de m'avoir aidé. Les enfants, on a l'exemple des enfants, ils commencent à quatre pattes, ils se lèvent, ils Il tombent, tombe. ils retombent, ils se regamellent. Quand tu as appris à faire du vélo, tu es d'accord avec moi que tu as commencé par quatre roues, et puis on a enlevé une des roues, et puis on a enlevé la deuxième, mais malgré tout ça, tu t'es gamellé plusieurs Tu fois, on tombes est plusieurs d'accord. fois, en Tu effet. Oui, tombes oui. plusieurs fois, et des fois tu finis aux urgences. Donc, euh, euh, il est impossible d'arriver quelque part sans échec. Maintenant, si tu es préparé, tu as un peu moins d'échecs. D'où l'intérêt de se former, d'être coaché, d'être préparé à ce qui t'attend. Et dans ton accompagnement en fait donc de leaders politiques, même des chefs d'entreprise, est-ce que toi tu t'estimes qu'on peut transformer une personne qui en réalité, qui en apparence ne souffre pas? Transformer est un grand mot, je trouve. Oui, Tu transformes personne. on révèle. Ce que tu fais, éventuellement, mais ce que tu fais réellement, c'est mettre en lumière certains doutes. C'est de, euh, encore une fois, on est tous humains, qu'on soit dirigeant, politique ou peu importe notre rôle dans la vie. Euh, Si on revient à notre petit niveau, aujourd'hui tu as un problème quelconque, rien que d'en parler à quelqu'un à haute voix, tu vas déjà trouver la moitié des solutions. Mm. Imagine si tu as quelqu'un en face capable de te conseiller, de te guider, te dire là t'as pas bon, là t'as plutôt bon, et c'est ça. Encore une fois, tu vas pas demander conseil à ta boulangère, tu vas demander conseil à quelqu'un qui a un minimum d'expérience pour pouvoir te guider, te Mais, dire. puis c'est vrai que ça me parle parce que même moi déjà à titre perso en tant que chef d'entreprise, on passe forcément par des périodes de doute et très souvent par des périodes de doute et, euh, et parfois le fait ne serait-ce que d'en parler, ça peut être à sa compagne ou même à une personne qui est très proche, ça aide, ça libère et ça soulage. Exactement. Et je, Et le doute construit. Hein. et je suis d'accord. Le doute construit. Sans doute, tu n'explores pas. Sans doute, tu ne cherches pas de solution. T'imagines si après, t'es un train, quoi. T'es sur des rails et t'avances. Et t'avances. Et Oui. on n'est pas des machines, on n'est pas des trains. Mais et pourquoi, à ton avis, l'être humain, de manière générale, a du mal à se confier ou a peur justement de se libérer, de se livrer? Parce qu'il ne se connaît pas. Parce qu'on ne se connaît pas. Euh, la remise en question est un don du ciel. On a toujours tendance à vouloir avoir raison Mm. plutôt que d'être raisonnable, de voir ce qui est bon. Là, je vais te dire, tu vas me dire la couleur de ta veste ne va pas avec ton teint, n'importe quoi. Et tu vas chercher à me convaincre. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est que c'est la seule veste que j'ai. Aujourd'hui, là où je suis. Je serais chez moi, peut-être j'aurais pris une autre. Encore une fois, mon exemple est bidon. Ce que tu vas vouloir, c'est vraiment d'avoir raison et me prouver que je n'ai pas raison. Très, très, très souvent, 9 fois sur 10, la solution n'est pas là. La solution, elle est dans, ok, il a peut-être
autre chose il y a peut-être autre chose de plus important Oui. pour la couleur de sa veste. C'est pareil au feu rouge, le gars qui somnole. Aujourd'hui, en venant, on a réellement loupé 2 sorties. Je t'ai avoué une, parce que l'être humain est faible Oui. et il ne veut pas s'exposer dans Oui. ces moments faibles, tu vois. Et là, je viens de t'avouer, on s'est planté 2 fois en À 2 chemin. reprises, oui. Tout le monde ne te le dira pas. Une autre personne Oui. te dire, moi, j'ai pas honte, je m'en moque, je, je suis le résultat de mes erreurs, de mes échecs et aussi de tout ce que j'ai réussi à construire. Donc, encore une fois, la remise en question est un don et tout le monde ne l'a pas malheureusement. Si on se remettait en question à chaque fois qu'on a une difficulté, on remettait pas seulement, euh, pas se remettre en question, mais remettre en question toute la théorie sur laquelle la situation est construite. Là, on trouve tout de suite des solutions. Mais oui, Les- les- puis c'est vrai les- que c'est très fort ce que tu dis. Et puis, quand tu dis que finalement l'être humain ne se connaît pas et qu'il est extrêmement difficile en fait d'apprendre à se connaître, mais encore une fois, faut aussi avoir cette présence d'esprit de reconnaître qu'on ne se connaît pas soi-même en fait. Oui. Voilà. Et puis, de pas, on ne sait pas tout. Oui. Je donne un exemple tout bête. Le matin, tu es en retard, une personne devant toi ne roule pas assez vite à ton goût. Alors que c'est limité à 30, la personne est à 30, et toi, tu vas être à 50. Tu n'as pas raison, en fait. Mais tu arrives tout seul à t'auto-détruire dans ta voiture et à rentrer des ondes négatives. Ça, c'est humain en plus, hein. C'est humain, malheureusement, c'est ce qui nous construit, on est construit comme ça. Et si on ne travaille pas sur soi, si on n'apprend pas à se connaître, on ne sortira jamais de cette prison qui est la remise en question, en fait, qui est l'humain. Oui, oui, complètement. Et, et j'ai aussi envie de parler investissement parce qu'aujourd'hui, donc on est en Creuse, nous, Wamojit à Saint-Victor-Marche. Toi, je sais qu'à la base, t'es parisien. Oui. T'es parisien. Oui, oui. Qu'est-ce qui t'a Bien amené... parisien, oui. Et qu'est-ce qui t'a amené en Creuse? Pourquoi pas? Pourquoi pas la Creuse? Tu es d'ici et Oui, oui. tu sais mieux que moi. Bon, tu attends ma réponse, je vais te la donner, ma réponse. J'ai appris à regarder là où tout le monde ne regarde pas. Si on doit parler investissement, un bien, un secteur, un arrondissement, un immeuble, un appartement, une boutique convoitée va faire que les prix vont augmenter. Je suis construit différemment. Je me dis, si ce n'est pas rentable, ce n'est pas pour moi. Et donc, pour que ça soit rentable pour moi, eh ben, je regarde là où tout le monde ne regarde pas. J'exploite d'autres possibilités. Et pour tout te dire, j'ai vendu 50% de mon patrimoine parisien. Moi, j'ai commencé dans des caves et dans des places de parking. J'ai un exemple très marquant. J'ai vendu 2 places de parking, la 55 et la 56, rue de Vaugirard à Paris, dans le 6e, c'est côté 6e. Et avec l'argent de ces 2 places de parking, ce n'est pas des box, c'est des places de parking places, hein, en oui. sous-sol, oui. Donc mon investissement, c'était 2 ampoules et faire le traçage au sol tous les 3-4 ans. Bon, je les ai gardées une dizaine d'années, ces 2 places de parking. Certes, elles étaient rentables proportionnellement avec l'argent que j'ai mis, mais en les vendant, j'ai acheté carrément un immeuble avec 4 lots habitables et une boutique. En Creuse. En Bourgogne, En là, pour le Bourgogne coup. d'abord, ok, En d'accord. Bourgogne. J'ai commencé en Exceptionnel, oui, oui. Bourgogne, oui. Et puis, quand j'avais une rentabilité de 4 ou 5% à Paris, aujourd'hui, j'ai une rentabilité supérieure à 11%. C'est super. C'est un coup de bol pour le coup. Oui. Mais j'ai réussi ce coup, par exemple. Et puis, j'ai continué à faire ça. J'avais un studio dans le 15e que j'ai vendu. Et figure-toi que j'ai racheté un 2e immeuble, pour le coup.
Et donc tu l'as cédé, celui-ci, au même moment ou... Non, quelques mois plus Oui, tard, d'accord. presque une année plus tard, parce que j'ai adoré l'idée, et puis tu mets pas tes œufs dans le même panier, comme Oui, dirait oui. l'autre. Du coup, j'ai adoré ça, et puis bon, j'ai gardé l'appartement de ma fille, et puis j'ai un pied-à-terre où ma deuxième fille utilise aujourd'hui, et tout le reste à Paris, j'ai vendu non, tu es bien placé pour le Ah, savoir, mais oui, oui. pour investir ici, et c'est encore une fois, l'idée, c'est de regarder là où tout le monde ne regarde pas. Parce que, alors, pour qu'on comprenne bien, en fait, du coup, toi, tu es un investisseur, mais tu investis un peu partout en France, hein. Pas forcément qu'en Creuse. Donc, tu as plusieurs biens répartis sur le territoire. Si je trouve une opportunité à côté d'Aix-en-Provence, je Tu y l'achèterai. Oui. vas, oui, Oui, oui. oui, bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu estimes que la Creuse, elle est sous-estimée, en fait, par rapport au reste du pays? Euh, je ne dirais pas sous-estimé, je reviens sur ce que je t'ai dit en premier. Tout le monde regarde les grandes villes. Mm. À mon niveau et avec mes petites connaissances, il faut de temps à autre regarder ailleurs et surtout regarder la rentabilité. En termes d'investissement et de retour sur investissement, oui, la Creuse est sous-estimée. Oui. En tout cas, avec mon expérience. Oui. Bah après, moi, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de clients parisiens qui n'achètent plus sur Paris, mais qui, comme toi, en fait, revendent pour pouvoir acheter soit en Creuse ou même dans d'autres communes beaucoup plus petites que forcément Paris, parce que la rentabilité est là et parce que c'est forcément plus intéressant euh, et plus accessible. Exactement. Euh, alors aujourd'hui, parce que maintenant que tu connais un petit peu la Creuse, si tu devais améliorer quelque chose ici, qu'est-ce que tu changerais, toi, dans le département? Ah, je n'ai aucune prétention de dire que j'ai le pouvoir de... Oui, Par contre, j'ai des idées, certes. Je oui, dirais un peu plus de trains, par exemple. oui, c'est vrai. Améliorer les transports nous aiderait L'accessibilité, ouais, nous aiderait. Certes, je veux pas me mettre la com sur le dos. Je sais qu'ils font énormément de choses. Il y a énormément de bus il y a énormément de bus depuis les grandes gares vers les petits patelins, les petits villages. Par contre, on manque c'est malheureux qu'il y ait des stations de train qui ont été fermées, par oui. exemple. Bah oui, en plus, C'est malheureux. ce qui est fou, c'est qu'en Creuse, en fait, on est central par rapport au pays, mais on a l'impression qu'on est coupé du monde. Parce que c'est extrêmement difficile de se déplacer, même quand on va aller dans le sud de la France, on doit passer par Paris pour pouvoir redescendre. Voilà, et Exactement. moi, c'est vrai, j'ai toujours trouvé ça aberrant. Mais à mon avis, voilà, c'est des choses qui, pour moi, faut vraiment Pourrait être améliorer amélioré. en priorité. Ouais. Le reste, je n'ai pas de. Tout se suit. Tu as des trains, tu peux envisager de l'industrie. Oui, Parce que le transport coûte beaucoup moins cher et puis surtout, on pollue beaucoup moins en mettant le vrac ou peu importe des pièces usinées. Transporter en train coûterait moins cher à tous les niveaux. Notre planète, pour commencer, notre portefeuille aussi. Et puis, les routes seraient beaucoup moins polluées et bouchonnées. oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Et alors, je sais aussi que avec tout ce que tu entreprends en tant que chef d'entreprise, tu es aussi conférencier. Mhm. C'est vrai qu'on en a déjà parlé. Est-ce que tu peux nous expliquer, avec du coup des mots simples, ce qu'est un conférencier? Conférencier, pour moi, c'est, si je devais le résumer, si tu me demandais quel est l'amour de ma vie, je te dirais être en face d'un public et transmettre mon savoir-faire. Ce que je sais faire ne m'appartient pas, la vie me l'a donné. Pour moi, je me dois de le transmettre aussi. Malheureusement, euh, un, tout le monde ne peut pas enseigner, et deux, tout le monde ne partage point. J'ai la chance de vouloir et de pouvoir le faire. Maintenant, un conférencier, en fonction des domaines, ça peut être tout et n'importe quoi. Pour ma part, je, je me suis spécialisé, comme je te l'avais dit, dans le développement humain, dans la découverte humaine, dans
comment s'améliorer au quotidien. Euh, euh, Comment rendre chaque journée profitable intellectuellement en premier et puis tout le reste derrière. Si on ne se nourrit pas, intellectuellement, notre cerveau va, euh, je dirais, va s'affaiblir et nos chances d'avancer et de s'améliorer vont être minimes. Donc, ça tourne un peu autour de ça. C'est comment s'améliorer. C'est un peu ça, mes conférences. Et comment on devient conférencier? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu savais dès le départ, enfin, dès plus jeune âge, que tu aimerais à terme transmettre ton savoir, ou ça t'est venu un peu par hasard, le fait de devenir conférencier? Je voulais être pompier au départ. D'accord, ah oui, donc complètement... Oui, quand j'avais 5 ans. Ouais. Et puis à 6 ans, je me suis rendu compte que le métier de pompier est fait pour les courageux. Beaucoup plus courageux que moi. Bon, blague à part, euh, tu deviens conférencier, tu arrives là où tu arrives, que tu sois conférencier, médecin, président d'association ou moniteur d'auto-école, par l'amour de ce que tu fais. Et puis par la découverte. L'humain est curieux. Et quand tu apprends quelque chose, c'est comme prendre un livre. oui. À chaque fois que tu termines une page, tu as envie de faire quoi? De la tourner et de passer. Et donc, je fais partie des curieux qui ne s'arrêtent quasi jamais. Et puis, euh, j'ai appris à beaucoup avancer, à regarder très très loin. Mais comme je te l'avais dit un peu plus tôt, de temps à autre, je regarde derrière moi pour visualiser le chemin Oui. que j'ai parcouru. Euh, Ça te rend fier de toi, et être fier de soi, savoir, encore une fois, se connaître et puis t'aimer toi-même. Je le disais il n'y a pas longtemps à un proche très proche, je lui ai dit, bon, dans une autre langue, mais ce qu'il voulait dire en langage enfantin, moi, aime-moi. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Euh, si tu ne te construis pas, tu ne peux pas aider les autres à se construire. Euh, pour moi, euh, si tu veux de l'argent, si tu veux être riche, aide les autres à l'être aussi. À un moment, ça va être ton tour. Si tu veux être heureux, aide les autres à être heureux. Et ça te retombera. Y a pas moyen. Ça reviendra vers toi. Fais le mal, tu auras le mal. Fais le bien, tu auras le bien. Et donc, tout ça, de fil en aiguille, m'a amené à être devant 150 personnes et à partager mon modeste savoir-faire et savoir-être. Est-ce que aujourd'hui, toi, à ton niveau, tu estimes que tu te connais? Ou tu as besoin encore de travailler là-dessus, justement? On a toujours besoin de travailler sur soi. Oui. On est paresseux. L'humain est paresseux de nature. Il est impossible de se connaître et de se découvrir complètement. C'est un travail qui s'achève le jour où tu pars de ce monde parce que tu peux plus rien découvrir. Bon, on ne sait pas ce qui se passe au-delà, dans l'au-delà, mais tu peux pas le savoir. Et donc, pour répondre à ta question, non, je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout sur moi, pas encore en tout cas, pas encore. Est-ce que parmi toutes les conférences que tu as pu mener, réaliser, est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a marqué, ou une anecdote par exemple où tu t'es dit, ah bah là, en gros, je suis surpris par exemple. Oui, oui, il y a plusieurs exemples. Euh, une question dans une école au Kenya d'un enfant de 8 ans. C'était dans le cadre d'une mission. Euh, un petit enfant m'a posé une question euh,
qui a vraiment remis en question toutes les perspectives. Et tu redescends sur Terre face à un enfant. L'enfant m'a posé une question très, très, très personnelle. Et des fois, je suis face à des chefs d'entreprise qui essayent de me pousser parce que ils veulent obtenir ce qu'ils veulent beaucoup plus. Et tu restes debout, tu restes droit, tu es ferme, tu sais, tu es préparé. Et là, crois-moi, un petit enfant haut comme 2 pommes m'a posé une question et j'ai complètement perdu le fil. Et il m'a fallu au moins une dizaine de minutes Ah oui? pour reprendre. Mais vraiment, j'ai demandé à ce qu'on arrête. Et ça m'a pris allez, une dizaine de minutes parce que visiblement, il a posé la question qu'il ne fallait pas poser. C'est qui t'a déstabilisé? C'est pas vraiment déstabilisé, c'est qu'il a réveillé énormément de choses. Et ça m'a permis de me connaître un peu mieux aussi, par D'accord, ah exemple. oui. Oui, Et mais- donc, je ne m'étais jamais préparé à une situation comme celle-ci. Et puis d'un coup, maintenant je pense savoir jusqu'au prochain épisode. Mais oui. Et aujourd'hui, donc, en étant donc docteur en développement humain, est-ce que tu saurais nous dire, selon toi, quelle est la plus grande faille chez l'homme, de manière générale? La plus grande faiblesse? Je dirais le manque de curiosité. On s'obstine souvent devant une opportunité. Je vais prendre l'exemple d'une porte. Tu toques à une porte, elle ne s'ouvre pas. Et ben tu retoques. Et puis tu te dis mais pourquoi il ne s'ouvre pas? Et puis tu toques encore. Et puis tu insistes. Et puis tu continues. Et puis tu continues. Et entre-temps, tu as 10 portes autour qui se sont ouvertes pour toi ou qui se sont entr'ouvertes pour toi. Et tu as loupé toutes les opportunités autour simplement parce que tu ne te connais pas, tu ne connais pas ton potentiel. Tu n'as pas confiance en ce que tu es capable de faire parce que si ça se trouve, les portes derrière, tu sais qu'elles sont ouvertes, mais tu as peur parce que tu ne te connais pas. Tu as peur de te retourner et d'aller et tu restes vraiment à ton poste de peu importe ce que c'est, mais tu ne cherches pas ailleurs, tu ne cherches pas à grandir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en toi. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Parce que tu ne te connais pas. Ah, bon, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui va rester en moi, comme quoi bah, du coup l'être humain ne se connaît pas soi-même. On pense se connaître, mais en fait, mais pas du tout. Et c'est vrai que c'est hyper intriguant. Et moi, je vais aussi te demander, est-ce qu'aujourd'hui, l'homme que tu es devenu, est-ce que tu peux dire que tu es fier de toi finalement? La fierté est relative. Fier de moi, je suis fier de moi quand humainement j'arrive à faire quelque chose de bien. Euh, Te dire que je suis arrivé là où je veux, c'est en cours, C'est en je cours. dirais. Certes, je suis fier de moi. Encore une fois, le côté humain en moi est bien sûr satisfait jusqu'à aujourd'hui des actions ou des choses que j'ai construites, toujours en regardant derrière de temps à autre, toujours en allant ouvrir les autres portes, en allant au moins les explorer. Euh, il faut regarder long terme. Il faut avoir des plans. On est obligé d'avoir des plans. Oui, oui, je suis d'accord. L'idée aujourd'hui, c'est bien d'avoir des plans. Et c'est bien de dire, dans 20 ans, je vais être là. Mais il ne faut pas trop être focus sur 20 ans, parce que pendant le trajet, bah, tu vas avoir des opportunités qui vont venir à droite à gauche. Et si tu es trop focus sur tes 20 ans, et bah, les petites opportunités qui vont t'amener beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que tes 20 ans, et bah, tu vas vraiment les louper. Et une dernière question, parce que c'est vrai que c'est un échange hyper passionnant, et je pense que je vais essayer de faire un peu une introspection aussi pour essayer d'apprendre à me connaître. Une dernière question, c'est quoi pour toi réussir sa vie? Avoir réussi sa vie? C'est c'est une question.
très importante en fonction des attentes de chacun. Pour certains, c'est d'avoir 2 millions de dollars à la banque. Personnellement, les 2 millions, s'ils sont là, tant mieux. Ils ne sont pas là, c'est pas très grave. J'ai fait 100, je vais pouvoir faire 100. Pour moi, réussir sa vie réellement, c'est arriver là où tu veux en gardant ton âme d'enfant. Ton âme en gardant ta spontanéité. Tu ne peux pas tout calculer, tu ne peux pas... Et quand tu arrives à mieux te connaître et à mieux... Il n'y a aucune manipulation, c'est très sincère, c'est très fin, c'est très transparent. L'idée de pouvoir faire les choses spontanément, comme un enfant pourrait le faire en étant adulte, pour moi, c'est la meilleure réussite. Et je dirais dans la vie familiale, pour moi, la vraie réussite et la seule réussite d'une famille, d'un papa, d'une maman, c'est quand tes enfants adultes veulent naturellement et seuls passer du temps avec toi. C'est très beau. C'est la meilleure des réussites en famille, je dirais. Après, le business, c'est autre chose. Mais c'est très beau, c'est très touchant. Alors est-ce qu'il y a un point sur lequel tu veux qu'on revienne avant de clôturer cette résonance? Je voudrais surtout te remercier de m'avoir accueilli. C'est un plaisir. Je suis heureux d'avoir laissé une petite trace qui est, parce que tu l'as dit plusieurs fois, qui est, tu vas vraiment chercher à te connaître. C'est un peu ça le but de ma vie. Là où je vais, là où je m'assois, là où je discute, là où j'échange, de laisser une petite note positive. Et si tu arrives à faire ça aussi dans ta vie, c'est-à-dire que si tu te dis, parce que c'est un peu l'objectif de ma vie depuis des années. J'avais peut-être 20 ans quand j'ai décidé de faire ça, et crois-moi, je le fais quasiment tous les jours, je fais ça. Je rends service ou je fais plaisir à une personne par jour depuis 30 ans. Oui. J'ai 51 ans, ça fait au moins 30 ans que ça peut être un simple compliment. Ça peut être ouvrir la porte à quelqu'un, ça peut être n'importe quoi. Aider quelqu'un à sortir ses courses, n'importe quoi. Faire un compliment à une personne qui a besoin de ce... Sans être lourd, bien sûr, mais voilà. L'idée, te sentir bien toi-même, en toi. Si toi, t'es bien, tu peux rendre les gens autour de toi bien. Et ça t'aide à rendre les choses plus agréables pour les autres. Je pense que je terminerai là-dessus. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu encore une fois. Merci pour tout. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Donc on était avec Arthur Schall, donc c'est un témoignage émouvant, très touchant. Et encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir accueilli. Cet épisode est également disponible en audio podcast, donc sur Amazon Podcast, sur Spotify, sur Deezer également. Et vous pouvez également nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux, donc sur TikTok, Facebook, Instagram également et YouTube. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.